Bonjour, bienvenue à tous pour cette première de Fenêtre sur l'Europe. Notre ambition à travers ces débats sera de vous aider à mieux comprendre l'Europe. Durant ces 26 minutes, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental. Et un peu plus tard dans l'émission, Gilles Lebaille, auteur du livre L'Europe, défaite ou défi, publié aux éditions Fortuna. Il réagira notamment aux propos de Monsieur Delevoye. Et puis tout au long de cette émission, Maude Claire, membre du Team Europe, réagira et nous apportera des précisions sur ce qui sera dit par nos invités. Bonjour Maude. Bonjour. Je le disais donc dans le sommaire, Monsieur Delevoye est notre invité. Monsieur Delevoye, bonjour. Bonjour. Vous présidez depuis 2010 le Conseil économique, social et environnemental, mais avant cela, vous avez été député du Pas-de-Calais, puis sénateur. De 2004 à 2011, vous occupez la fonction de médiateur de la République, puis de 2002 à 2004. Dans les deux premiers gouvernements de Raffarin, vous êtes le ministre de la fonction publique. Lors de votre premier discours d'investiture au CESE, vous avez exprimé votre volonté d'avoir un regard permanent sur les enjeux et le débat européen. Pouvez-vous nous présenter brièvement la dimension européenne du travail du CESE ? D'abord, le Conseil économique, social et environnemental, c'est la troisième chambre constitutionnelle, quelquefois peu connue. Il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, puis le CESE. Cela rassemble la totalité des organisations syndicales et patronales, artisanales, agriculteurs, les associations, les jeunes, les mouvements environnementalistes. Et donc, c'est une expression de la société civile. Et évidemment, aujourd'hui, l'avenir de notre société est l'Europe. Et l'Europe apparaît comme une contrainte. Et nous avons noué des contacts avec l'ensemble des conseils économiques régionaux, mais aussi avec le Comité économique européen, de façon à pouvoir aider ou apporter aux décideurs politiques ce qui va conditionner notre avenir. Aujourd'hui, nous voyons bien que ce qui est en cause, ce n'est pas qu'il y a trop d'Europe, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est que nos politiques sont trop nationaux et pas assez européens. Et tout le débat, et je vous félicite pour votre initiative, c'est de montrer que l'Europe, qui est une formidable aspiration à la paix, portée par des forces citoyennes après la guerre, incarnée par un certain nombre d'hommes, apparaît aujourd'hui comme une contrainte, comme une punition, quelquefois pour certains. Elle n'est plus incarnée et il n'y a plus de projet. Et elle est dominée par une gestion un peu technocratique sur laquelle probablement nous reviendrons. Et donc le Conseil économique a décidé de s'emparer d'un certain nombre d'autosaisines sur la réforme de la politique agricole commune, sur les enjeux énergétiques qui conditionneront l'avenir de l'Europe, sur la problématique du chômage des jeunes et sur l'enseignement supérieur. Et nous travaillons beaucoup avec les syndicats, notamment avec l'Organisation internationale du travail qui se trouve à Genève, mais aussi avec les syndicats qui sont très bien organisés au niveau de l'Europe, pour voir comment aider, par exemple, le débat en Allemagne pour restaurer un salaire minimum. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce micro-trottoir. Nous avons posé 5 questions sur l'Europe. On se retrouve juste après et on aura l'occasion bien sûr de réagir. Regardez. Savez-vous qui est le président de la Commission européenne? Non, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Non. Barroso. Je l'ai su, certainement. Savez-vous combien de pays composent l'Union européenne? Ça doit être 26 peut-être. 27. Je crois 27, mais ça augmente. 25. Sur une échelle de 1 à 3, Oui, quel est le rang actuel de l'Union européenne en tant que puissance économique et commerciale? 3. Je crois deuxième. 3e. La deuxième. 3e. Connaissez-vous la date des prochaines élections du Parlement européen? Ça devrait être l'année prochaine, dans mon souvenir. Mais comme je n'ai jamais voté. Je crois dans 2 ans, mais je me trompe peut-être. Non. C'est bientôt. Non. De manière générale, quelle opinion avez-vous de l'Union européenne? Je pense qu'elle s'est éloignée de ses principes premiers. Et maintenant, c'est plus une zone de libre-échange commercial et on a oublié plein d'autres facteurs. Et les facteurs sociaux, humains sont plus tellement pris en compte. Maintenant, je suis déconcerté. Ça dépend sur quel plan. Sur le plan social, j'ai l'impression que c'est un grand... Je ne vais pas dire le mot. Alors qu'économiquement, ça devrait pouvoir marcher. Ça devrait.
il y a des points d'interrogation partout. Voilà, alors pour information, c'est monsieur José Manuel Barroso qui est l'actuel président de la Commission européenne. L'Union européenne compte 27 États membres, bientôt 28 avec la Croatie. Elle est bien la première puissance économique et commerciale au monde et les prochaines élections du Parlement européen auront lieu en mai 2014. Alors monsieur Delevoye, on l'a vu, de bien maigres connaissances sur les sujets tournant autour de l'Europe. Alors quelle réaction vous inspire ce micro-trottoir ? Mais tout simplement, mais ça n'est pas une surprise, puisque je crois même que vous auriez posé la question sur les membres du gouvernement français. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu des réponses brillantes. Ce qui est absolument incroyable, c'est que l'Europe, qui, après la guerre, et elle a reçu le prix Nobel de la paix pour cela, a été une formidable espérance et une capacité de dépasser les intérêts de l'État. L'Allemagne et la France, qui venaient de sortir d'une guerre terrifiante avec des sentiments anti-allemands chez les Français et anti-français chez les Allemands, ont su transcender leurs intérêts pour construire un espace de commerce autour du charbon et de l'acier pour pouvoir offrir un espace de paix. Il y avait un projet, il y avait une formidable adhésion citoyenne et il y avait des hommes et des femmes qui incarnaient cet idéal européen. Aujourd'hui, l'idéal européen apparaît comme une contrainte. Ce que disait cette dame, le social, on oublie d'ailleurs que l'on est la première puissance économique. Si on avait un rêve et si on mettait tous les paramètres des États autour d'eux, nous sommes plus puissants que les États-Unis, nous avons plus d'industrie que les États-Unis, nous créons plus d'emplois que les États-Unis, nous sommes moins endettés que les États-Unis, et si nous mettions toute la capacité de recherche et développement, nous pourrions rivaliser avec les États-Unis et les Chinois. C'est-à-dire que l'on a à notre portée de main la capacité de peser sur la régulation du monde au moment où le monde est devenu d'une instabilité incroyable. Et nos concitoyens ne savent pas qui représente l'Europe. Et en plus, si vous avez rajouté M. Van Rompuy, Mme Stoll, il n'y a pas d'émission Europe, il n'y a pas une voix européenne, il n'y a pas un projet européen, il n'y a pas un parti politique européen. Il y a très peu d'informations. Et on s'aperçoit qu'il y a relativement peu d'informations, et c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Ça veut dire que s'il n'y a pas de résonance citoyenne, il n'y aura pas d'adhésion citoyenne à un projet européen. Et nous sommes à la veille d'échéances électorales capitales en 2014 pour l'Europe, et nos politiques ne voient pas ce qui est en train de se passer sous les yeux. En la Grèce, 80% des votes étaient des votes républicains pour la droite et pour la gauche. Un an après, il ne pèse plus que 45%. 30% pour obdorer l'extrême droite grecque Oui. et le parti Chisrika qui est de l'extrême gauche. Et lorsque l'on a applaudi des deux mains quand les Grecs ont voté le traité européen, les moins de 55 ans ont voté contre. Les plus de 55 ans ont voté pour. C'est d'ailleurs vous qui représentez la jeunesse, alors que votre avenir passe par l'Europe, vous êtes les premiers à exprimer une réserve sur l'Europe. Donc on a un vrai sujet politique de retrouver l'enthousiasme, l'esprit européen, l'idéal européen, l'espérance européenne. C'est un enjeu capital parce que sinon nous verrons monter des sentiments anti-européens. L'année 2014 sera basée sur un slogan « Tout sauf une Europe allemande dominée par Mme Merkel », non à la contrainte. Et on voit qu'aujourd'hui, ce sont les comptables qui parlent et non pas les politiques. Et je crois qu'il faut que nous ayons à réfléchir les uns et les autres sur ce type d'émission, pédagogie européenne, enjeux européens, espérance européenne. Alors moi, vous avez une question. Oui, Jean-Paul Delevoye, en 2010, vous avez dressé un constat retentissant sur la société française, parlant d'une fatigue psychique, d'une société en état de burn-out, et vous avez prolongé ce constat lors de votre dernier rapport en tant que médiateur de la République. Qui ensuite a donné lieu, cette longue analyse qui a eu vraiment un fort écho médiatique à votre livre « Reprenons-nous ». Et ce qui est assez frappant dans votre analyse de la société française, c'est qu'on pourrait appliquer mot pour mot ce mal français au mal européen. En citant quelques points, l'écart entre les élites et le peuple, le sentiment de ne pas être représenté, le développement des injustices, la crispation de la jeunesse, l'absence d'espérance collective, le choc des égoïsmes. Alors j'aurais une question, si vous deviez écrire un « Reprenons-nous », le titre de votre ouvrage, à l'adresse des Européens, quelles seraient vos propositions ? Eh bien, je crois que d'abord, ce qui est un peu en piste dans tout ça, et vous les jeunes, vous avez une carte incroyable. Notre système politique et administratif est en train de regarder le monde de demain avec les lunettes d'hier. Vous êtes en pleine métamorphose. La société dans laquelle on va se trouver dans les 4 ou 5 ans qui viennent avec le numérique n'aura plus rien à voir avec la société actuelle. Et l'on a une espèce de chape centrale qui stérilise toutes les initiatives.
Mais sur le terrain, il y a des tas d'initiatives qui bougent. Dans les écoles, dans les étudiants, l'économie collaborative, ça bouge de partout. Mais évidemment, ça gêne le système. Et moi, si j'avais qu'un seul message, c'est de dire allez-y, innovez, ayons le goût d'entreprendre et accompagnons toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, ont cette capacité de construire un projet, de bâtir une entreprise. Et essayons de renverser cette chape ou de la secouer, cette chape administrative, bureaucratique et technocratique qui vous explique avec beaucoup d'intelligence pourquoi on ne peut pas faire, alors qu'aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour aborder cette terra incognita qui est le monde de demain. Et donc l'Europe, c'est quand même incroyable l'état d'esprit. C'est un choc culturel auquel j'espère. Il y a un choc de compétitivité, c'est évident, mais le choc culturel est plus important. Or, un état d'esprit, c'est difficile à changer. Nos concitoyens en France considèrent le progrès comme un facteur de risque et non pas comme un facteur d'opportunité. Or, le monde de demain, c'est un monde d'innovation, c'est un monde à inventer, c'est un monde à imaginer. Et l'on voit bien que tous les repères sont en train de bouger. À 13 ans, vous pouvez être reconnu sur le plan mondial par un succès médical. À 15 ou 16 ans, vous pouvez devenir milliardaire, mais ce n'est pas forcément l'objet, parce que vous avez inventé un logiciel qui intéresse les plus grandes entreprises du monde. Ça veut dire que donc il n'y a plus des séquences d'âge où il faut attendre 35 ou 40 ans pour être un génie. Au contraire, dès le plus jeune âge, vous avez cette capacité d'inventer, d'imaginer, peut-être parce que vous n'avez pas les contraintes et les formalismes qui sont les nôtres et que vous êtes totalement libre dans votre capacité d'imagination. Et donc l'Europe doit être un facteur de libération des initiatives individuelles et non pas un facteur de contraintes collectives dans lesquelles nous sommes. Nous avons un besoin d'alléger les contraintes administratives. Il va falloir aussi à un moment donné qu'on pose les problèmes à plat sur les problématiques de dépenses publiques. On voit bien que c'est 9 milliards à l'administration, c'est 56 000 personnes. Doit-on garder la navette strasbourgeoise? Ça coûte 180 millions d'euros. C'est un débat sur lequel on peut réfléchir en disant qu'est-ce que Strasbourg ne peut pas être une formidable capitale de la justice et faire en sorte que le Parlement ait un peu plus de pouvoir. Mais surtout qu'on retrouve le goût d'entreprendre en Europe et que l'on ait une réflexion sur le fait que l'Europe ne peut pas être une compétition entre les États qui fait que parce qu'on a une zone euro qui nous interdit la dévaluation monétaire, elle oblige les États à une dévaluation sociale. Les concitoyens ne veulent pas payer la facture d'une Europe. Ils veulent avoir le retour d'investissement d'une Europe. Et je trouve que ça, c'est assez formidable. Si nous pouvions avoir des projets mobilisateurs sur l'Europe de l'énergie, sur l'Europe agricole, sur l'Europe de la recherche, sur l'Europe de l'aviation, sur l'Europe du GPS Galileo, on peut rivaliser avec les Américains, avec les Chinois. On peut être la première puissance économique du monde. Ça veut dire qu'on peut réconcilier chez nous la performance économique et le bien-être sociétal, parce qu'on a aussi un modèle social qui est envié par le monde entier. Donc retrouvons cet enthousiasme. Alors, on va faire une petite pause humoristique, justement, si je puis dire, avec ce dessin que vous voyez derrière moi. L'Europe, première puissance sportive au monde. On voit ce jeune sportif européen sur la plus haute marche du podium, mais il n'a vraiment pas l'air enchanté. On remercie en tout cas le dessinateur Stoun pour ce dessin. Vraiment, en quelques mots, Monsieur Delevoye, qu'est-ce que vous inspire ce dessin? Il faudrait rajouter dans la projection. C'est-à-dire qu'en 2050, la Chine va peser un tiers de la richesse mondiale. L'Europe va passer de 25 à 12%. C'est-à-dire que le poids relatif de l'Europe va diminuer par rapport à la montée puissante de l'Asie. La classe moyenne en 2050, la plus importante sera l'indienne, et ensuite la chinoise. Et dans les 5 classes moyennes où aujourd'hui il y a l'Angleterre, l'Allemagne et la France, il n'y en a plus une. Ça veut dire que le monde de demain, les locomotives sont à l'extérieur. Donc mobilisons-nous pour que ce champion, puissance économique, puisse être aussi un champion à l'exportation, alors qu'aujourd'hui il est premier, mais à la limite, il ignore même qu'il est premier, c'est votre radio. Et deux, il ne croit pas à sa puissance. Donc déjà, il faut qu'on retrouve confiance en nous-mêmes. Alors justement, revenons sur la société civile. Il en a été question, Monsieur Delevoye, dans le micro-trottoir. Selon vous, est-ce que la société civile joue un rôle suffisant dans la construction européenne? Autrement dit, le sursaut de l'Europe passe-t-il par la société civile? Alors j'en suis de plus en plus convaincu. Vous savez, jusqu'à il y a relativement peu de temps, je pensais qu'on pouvait transformer le politique de l'intérieur. Maintenant, je crois qu'on peut le transformer que de l'extérieur. Deuxièmement, la classe politique, pour laquelle j'ai beaucoup, parce que toutes les réponses sont politiques. Donc mon ambition, c'est de restaurer le politique et de restaurer le syndicalisme. Parce qu'en métamorphose, la conduite du changement est aussi importante que le cap du changement. Et les régulateurs sont forcément les politiques et les syndicalistes. Mais, à ma cruelle déception, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'espérance politique est complètement disparu, puisque le politique apparaît plus comme stratège pour la conquête d'un pouvoir et non pas un pouvoir au service d'un projet européen, d'un projet de société. C'était ça la noblesse du politique. C'était de soutenir une cause et non pas de défendre des intérêts.
Or, les politiques exploitent la déchirure des peuples au niveau des intérêts, ils ne transcendent pas les peuples au niveau des causes. Et la société civile, notamment les entreprises, aujourd'hui, ont une responsabilité plus grande, parce que les citoyens disent « Est-ce que vous croyez à l'avenir de la France ?» La réponse est non. Si vous croyez à l'avenir de votre entreprise, vous êtes citoyen de votre entreprise plus que citoyen de votre pays, ce qui est assez catastrophique. Mais les syndicalistes aussi ont un rôle très important à jouer pour dire comment concilier le développement économique de l'Europe et le bien-être social. On voit bien la réflexion des syndicats actuellement sur le salaire minimum en Allemagne est un vrai combat. On voit bien qu'aujourd'hui, la réflexion sur la sécurité sociale européenne est un enjeu sur lequel nous devons réfléchir, ou l'assurance chômage européen. On voit bien qu'aujourd'hui, la simplification de la vie, pourquoi à chaque fois qu'on passe une frontière au sein de l'Europe, on est obligé de payer une taxe sur son iPhone, on devrait avoir éventuellement. Donc il y a des choses très concrètes, très pratiques, et une expression de la société civile qui, à un moment donné, doit dire aux politiques, on a compris, vous gérez à court terme et vos intérêts, nous voulons défendre la cause, et à ce moment-là, si la classe publique, la classe de la société civile, puis se prend en charge, le politique la suivra. Et aujourd'hui, est-ce que l'Union européenne est suffisamment armée pour affronter les défis de la mondialisation? Elle a tout en main. Elle a tout en main. Mais le problème, c'est que les intérêts nationaux sont en train de l'emporter sur l'intérêt européen. Avant, il y avait une mise en commun. Quand on a lancé les grands programmes européens, ça a été la volonté des États de partager une espérance européenne. Aujourd'hui, regardez le dernier vote du budget. Quand on a voté à minima le budget européen, et encore là, il y a une contestation parce qu'on demande une rallonge, eh bien, il n'y a plus 1 euro de disponible pour les dépenses d'avenir. Il n'y a plus 1 euro de disponible pour les dépenses d'avenir. Quand on sait que l'avenir, c'est la recherche et le développement, pourquoi on n'investit pas un peu plus dans la recherche et le développement? L'avenir, c'est dans le développement et la mobilité des infrastructures. Pourquoi on ne lance pas de grands programmes? L'avenir, c'est sur l'énergie. On voit bien que la maîtrise de l'énergie et du coût de l'énergie garantira ou pas l'avenir de notre industrie. Et l'on a là des choses extrêmement importantes à réaliser, et surtout comment éviter la fracture de l'Europe, puisque l'Europe du Nord et l'Europe du Sud sont en train de s'éloigner les uns par rapport aux autres. L'Europe du Nord étant créancière, l'Europe du Sud débitrice, 1500 milliards au Nord, moins 1800 milliards au Sud. Et alors maintenant, de manière générale, Monsieur Delevoye, quels sont les moyens concrètement en fait, à mettre en œuvre par l'Union européenne pour relever le défi environnemental, selon vous? Ça, c'est l'aspect passionnant. C'est-à-dire que là, l'Europe a cette capacité de faire un green business. McKinsey indiquait, par une étude tout à fait importante portée par la Fondation Ellen MacArthur, que si nous recyclions de passer de 20 à 50% du recyclage des biens de consommation en Europe, par ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est 750 milliards d'euros de dégagement de croissance, plus des centaines de milliers de créations d'emplois. Et donc l'Europe a cette capacité de porter à l'échelle du monde la technologie, la recherche et le savoir-faire pour pouvoir peser sur cette économie verte ou cette économie circulaire. Et l'on s'aperçoit que c'est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au moment où il faut maîtriser l'énergie, le photovoltaïque est fabriqué en Chine et à des prix qui rivalisent la totalité des prix européens. Et donc l'Europe a probablement été trop loin dans cette philosophie ultralibérale qui consistait à mettre en concurrence les États, au point de détruire nos champions internationaux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir un peu en arrière. Et quels sont les champions entrepreneuriales que nous devrions mettre en place pour relever le défi du monde et tirer dans une forme de réseau de complémentarité les ETI, les entreprises à taille intermédiaire et les petites entreprises. Allez, il est temps de vous retrouver, Maude, maintenant pour votre rendez-vous tendance et opinion. Vous avez pour nous des chiffres et résultats de sondages. Oui. Tout d'abord, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que on le voit dans le micro-trottoir, mais aussi dans de nombreux sondages, la principale préoccupation en fait des Européens quand on les interroge, c'est le social, notamment le chômage, le fait que dans leur esprit aussi, l'intégration européenne a contribué à détruire certains droits sociaux. Or, il faut tout de même rappeler que le social n'est pas une compétence de l'Union européenne, c'est avant tout une compétence nationale. Et de ce point de vue-là, il y a un certain paradoxe entre les attentes des citoyens européens et quelles sont les compétences de l'Union. Et ça se retrouve d'ailleurs assez nettement dans les chiffres, par exemple, lorsqu'on interroge les Français sur l'adoption de l'euro, ils estiment qu'à 63% que ça a eu un impact négatif sur le chômage.
Donc il y a vraiment ce prisme social à travers toutes les études et qui est important de rappeler, surtout pour faire la part des choses entre ce qui est de la compétence nationale et ce qui est de la compétence de l'Union européenne. Pour ce qui est de l'action de l'Union européenne pendant la crise, puisque c'est aussi la principale préoccupation, là c'est un sondage qui a été fait à l'occasion de l'anniversaire du traité de Maastricht, donc fin 2012. 76% jugent que l'action de l'Union européenne n'est pas efficace au cours de la crise, ce qui est quand même un chiffre assez important. Et 45% des Français estiment que l'euro, même pire, a constitué un handicap pour traverser cette crise. Donc là, ces chiffres ne sont pas là pour appuyer là où ça fait mal, mais je pense que nos invités pourront aussi rétablir certaines vérités, parce que c'est ce que vous soulignez dans votre ouvrage, un débat public a besoin de vérité, et malheureusement, les responsables politiques ne les disent pas naturellement, surtout parce que ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts, et justement ces stratégies plus d'ambition liées à une conquête du pouvoir et non pas dans le sens de l'intérêt public européen. Et dernier chiffre important, 20 ans après Maastricht, qui est quand même la pierre angulaire de la construction européenne du point de vue politique et économique, 67% des Français estiment que l'Union européenne va dans la mauvaise direction, et les Français aujourd'hui, si on leur poserait la question de l'adoption de l'euro, diraient non majoritairement. Merci Maude. Il est temps maintenant d'accueillir notre deuxième invité, Gilles Lebaille, pour l'Europe des idées. Monsieur Lebaille, bonjour. Bonjour. En novembre 2012, vous publiez L'Europe, défaite ou défi aux éditions Fortuna. Vous êtes un acteur reconnu de la société civile. Vous avez également été président de la SNAGEP, Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Vous avez aussi été membre consultatif du Conseil économique et social de l'ONU à Genève et avez notamment développé des projets pour des enfants maltraités ou délinquants. Monsieur Lebaille, en tant qu'Européen convaincu, je suppose que les propos de Monsieur Delevoye ont une résonance pour vous. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord sur les analyses et en tout cas sur le sens et l'orientation qui est donnée aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter un certain nombre de précisions. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de l'Union européenne, on assiste à des montées très très fortes et à des poussées très très fortes de nationalisme, de populisme, qu'ils soient de droite et de gauche. Et dans un certain nombre de cas, ils arrivent même au pouvoir, donc à gouverner par le jeu des alliances. Et cette situation-là est extrêmement préoccupante pour nous, Européens, qui portons et défendons un certain nombre de valeurs, à la fois d'humanisme, à la fois de démocratie. Et il me semble que nous devons nous engager justement pour faire reculer ces montées de populisme. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne est utilisée le plus souvent comme un bouc émissaire pour cacher un certain nombre de difficultés que peuvent avoir les États membres. Et si nous, effectivement, on se situe aujourd'hui en France, on a tendance effectivement à utiliser l'Union européenne comme bouc émissaire pour cacher un certain nombre de difficultés que peuvent avoir notre société française. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de défis qui nous attendent. Et le premier, c'est un changement profond du discours politique. Nous avons besoin aujourd'hui de valoriser à la fois les atouts et les apports de l'Union européenne, ce que nous ne faisons plus. Nous avons besoin aujourd'hui d'engager un réel débat sur la question européenne dans l'espace public. Nous avons au besoin aujourd'hui de dire réellement ce que fait l'Union européenne. Quand je vois les financements du FEDER, combien de villes en France aujourd'hui ont bénéficié pour refaire leur centre-ville des fonds du FEDER qui financent à 40%? Combien d'entreprises aujourd'hui bénéficient, tout à fait, bénéficient à un moment donné d'aide à l'investissement pour entreprendre? Combien d'équipements publics aujourd'hui voit le jour parce que, là encore, l'Union européenne participe à son financement? Eh bien, ces informations-là, je pense qu'il est de la responsabilité des élus, et notamment locaux, de prendre la parole et de montrer ce que l'Union européenne fait concrètement au quotidien dans les territoires. Donc on est d'accord, selon vous, on ne valorise pas suffisamment les atouts de l'Union européenne? Tout à fait. Tout à fait. L'Union européenne, comme l'a dit
Monsieur Delevoye tout à l'heure est la première puissance économique, c'est aussi la troisième puissance industrielle au monde. Nous avons parlé effectivement du GPS face effectivement à un monopole américain sur la question du GPS. Nous avons des coopérations renforcées pour pouvoir avoir le GPS européen. Aujourd'hui, ces notions de coopération renforcée ne sont pas suffisamment valorisées parce qu'effectivement, nous ne voulons pas les annoncer. L'euro est une coopération renforcée. Alors moi, je pense aujourd'hui, malgré ce discours, que la crise est aussi une opportunité. C'est une opportunité. Comme Jean Monnet le disait, nous faisons un certain nombre de choses quand nous sommes obligés de les faire. Et aujourd'hui, la crise que l'on vit, qui est à la fois économique, mais qui est pour moi surtout une crise culturelle, nous oblige à faire un saut en avant. Voilà. On prendra juste l'exemple sur la partie économique et financière, le pacte budgétaire. Nous avons mis en place l'euro sans mettre les outils pour contrôler l'euro. Eh bien, parce qu'il y a la crise, aujourd'hui, nous avons pacte budgétaire. Alors moi, j'irai plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, là, on contrôle les dépenses avec le pacte du budgétaire, mais demain, il faudra qu'on ait le courage de se dire aussi, il va falloir qu'on regarde du côté de l'harmonisation d'une fiscalité pour les pays de la zone euro. Alors juste avant de refermer cette émission, Monsieur Delevoye, est-ce que vous souhaitez rapidement apporter une conclusion à ce que nous venons d'évoquer ensemble ? Ce que vous disiez est tout à fait pertinent, c'est-à-dire qu'on a construit l'euro, qui est une formidable chance, mais paradoxalement, les politiques sont restés au milieu du gué. Une monnaie ne vaut que s'il y a un maître de cette monnaie, c'est-à-dire un gouvernement économique et un gouvernement qui contrôle. Et je crois que c'est une démarche qui est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Et je remettrai en avant ce que vous disiez sur Jean Monnet. Jean Monnet disait « Les hommes ne découvrent l'obligation de changer que dans la nécessité, et malheureusement, ils ne découvrent la nécessité que dans la crise ». Je crois qu'aujourd'hui, la crise est en train de créer une atmosphère extrêmement négative et pessimiste. Il faut qu'au contraire, tirer profit de cette crise, c'est le moment de la créativité et de l'obligation qu'auront les politiques aujourd'hui de pouvoir, évidemment, au niveau de la zone euro peut-être, M. Van Rompuy a fait cette proposition d'un gouvernement économique, la force de l'euro ne pourra se dupliquer que dans un gouvernement économique. Et enfin, la conclusion pour nos concitoyens, c'est une de mes convictions, mais je crois que nous la partageons, la France ne peut être forte et solidaire que dans une Europe forte et solidaire. Plus on construira une Europe forte, plus on aura une France forte. Et je crois que plus il faut être européen, plus il faut être français. Et donc renforcer l'identité de la France, c'est aussi retrouver l'identité européenne. Monsieur Lebaille, très rapidement, une conclusion aussi. Un élément, parce qu'effectivement, on a parlé de l'Europe et la question économique et financière, mais pour moi, la crise, elle est aussi culturelle. C'est-à-dire que c'est la question de l'appartenance, c'est la question du sentiment européen. Et donc, c'est la question de la diversité des cultures, de la diversité des langues, de la diversité des histoires et des territoires. Eh bien, moi, il me semble aujourd'hui que la question de l'éducation est absolument centrale. Et il me semble que nous devrions effectivement porter une des propositions, c'est de faire de l'éducation une compétence copartagée entre les États membres et l'Union européenne, parce que ça pourrait faciliter à la fois la mobilité, l'appartenance, l'apprentissage des langues, un Erasmus pour les enseignants, par exemple, des équivalences de diplômes lorsqu'on fait un certain nombre de cursus universitaires. Et il me semble que cette question de l'éducation aujourd'hui, elle est centrale, elle est prioritaire et pour l'instant, très peu l'abordent. Juste avant de refermer cette émission, je vous rappelle le livre de Gilles Lebaille, L'Europe, défaite ou défi, publié aux éditions Fortuna, un livre très intéressant à lire et qui ouvre la vision de l'Europe. Merci Monsieur Lebaille d'avoir été notre invité. Et puis des remerciements tout particuliers à vous aussi, Monsieur Delevoye, pour votre présence et vos avis sur l'Europe. Merci. Merci à vous. Ce premier numéro de Fenêtre sur l'Europe touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités. Merci et à très vite.